Commençons par la lettre de Flavio Bolsonaro, qui a un caractère vraiment très soumis. Quelle est votre évaluation? Comment voyez-vous cela? Nous parlons de quelqu'un qui a une proposition intempestive, n'est-ce pas, et qui a utilisé une manœuvre marketing en jouant avec le feu. Généralement, quand cela arrive, la fable est là pour nous le rappeler, n'est-ce pas? L'apprenti sorcier est débordé par les balais, et c'est ce que nous allons voir se produire. On le voit se produire avec le vote des femmes, qui n'a rien donné de bon. Il n'a même pas réussi à convaincre sa belle-mère. Cela suffit pour que nous puissions continuer. Dans la résidence et surtout lors de ces manifestations, j'attirerai l'attention sur le nombre d'hommes d'affaires et de militaires qui signeraient cette lettre de Flavio Bolsonaro. Ceux qui ont un complexe d'infériorité, faites attention à la place que le Brésil occupe à la table de l'ordre financier international. Faites attention. La Banque centrale brésilienne possède, et je n'ai pas peur de le dire, l'une des bureaucraties les plus efficaces et compétentes au monde pour gérer la monnaie. Nous l'avons appris en combattant l'inflation, pendant la période difficile après le réal et en faisant face principalement à la dure réalité fiscale brésilienne. La Banque centrale est l'élément d'équilibre dans ce processus. Donc, la forme que prend le PIX en tant que processus, j'aimerais mieux l'expliquer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on explique, n'est-ce pas? On ne peut pas tout dire. Dans un processus qui menace l'hégémonie du dollar, c'est très concret. Et de la présence chinoise dans le monde, c'est de cela dont nous parlons, n'est-ce pas? Donc, quand on regarde les tarifs de la section 301, tu regardes un détail, mec. Le point clé de l'histoire, ce sont les terres rares, et le point clé de l'histoire, c'est la forme que le Brésil donne à son moyen de paiement. Je n'aime pas parler d'économie, mais il le faut, pas d'autre choix. Pour son moyen de paiement international, déjà avec plusieurs exemples, nous avons conclu des contrats pour le soja, nous avons conclu des contrats pour la viande, avec un autre mode de paiement hors dollar. Et il y a un début, c'est petit. Et on observe que le plus grand risque des sanctions internationales, c'est de montrer que les grandes banques internationales peuvent garder ton argent. Cela ne concerne pas seulement la Russie. Cela vaut pour l'Inde, cela vaut pour les pays arabes, cela vaut pour toute l'Asie. Et je me souviens parfaitement qu'au plus fort du début des sanctions contre la Russie, l'Indien qui était président, qui a été président de la Banque interaméricaine et ensuite, président de la Banque mondiale, a lancé l'avertissement classique. Le Financial Times en a fait sa une. Attention parce que vous touchez à la fiabilité du système et ce n'est pas en millions. Donc, faites attention à ce que vous faites. Écoutez, tout d'abord, je pense que nous faisons un mélange, n'est-ce pas? Que je n'ai pas fait, ni vous, ni la majorité du peuple brésilien, n'est-ce pas? Un mélange qui n'a jamais eu lieu. J'ai cherché pour voir si nous avions eu d'autres épisodes. Même pas, répétons-le, pendant la dictature militaire, cela n'est arrivé. Jurassima Galeas a fait, la déclaration qu'il a faite, ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour le Brésil. Il est revenu ici, entre guillemets, démis de ses fonctions. Les militaires ne l'ont jamais accepté. Tu as un doute? À propos de la période militaire et de cette situation, il est bon de se rappeler de deux épisodes. La conquête des 200 000 qui a eu lieu pendant le gouvernement Médici, au plus fort de la dictature. Et l'accord nucléaire Brésil-Allemagne qui a changé le profil de ce processus et celui de l'ère du gaz. Et le professeur, les milices nautiques, non? Nautique? N'est-ce pas? Explique-nous. Écoute. Ça signifie la chose suivante. Les eaux internationales ont une législation. Les eaux à 200 000 nautiques par rapport au Brésil relèvent du droit de la mer. Et nous avons fait respecter cela. Depuis 1924, nous avons déjà fait respecter cela. N'est-ce pas? Même au plus fort de la dictature militaire et de tout ce qui s'est passé, réfléchissez, c'était la moyenne, d'accord? Médici. Cela n'est pas passé, n'est-ce pas? Cela n'est pas assez resté en travers de la gorge des militaires au pouvoir. Ce n'est pas passé auprès des élites politiques qui étaient avec lui. Et c'était la propagande dorée du régime. C'était comme ça avec une petite musique et tout.
Alors, si quelqu'un pense que la droite brésilienne a déjà eu des positions antinationalistes, attention, hein, il va se tromper. Grave. N'est-ce pas? Parce que même ça n'est pas arrivé ni à droite. Quant à la gauche, évidemment, n'est-ce pas? Quant à la droite, il faut qu'on réfléchisse à ça avec un peu de calme, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, je pense que quand on regarde ce passé, et je pourrais en dire plus, je pourrais expliquer comment Sarney a fait élire le PMDB, donc le PMDB, avec des attitudes nationalistes contre la désétatisation, contre la privatisation. Par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant, et ainsi de suite. Et d'autres députés qui avaient l'habitude de faire des discours de soumission aux intérêts étrangers et qui ont simplement disparu. Donc, par conséquent, nous devons regarder ce passé et poser une question classique. Pourquoi fait-il cela? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui le motive? N'est-ce pas? Et cette lettre, tout comme le mouvement précédent, est un acte de désespoir et une tentative de survie politique. Peu importe le prix, c'est de cela dont nous parlons. Aujourd'hui, c'est de plus en plus clair, n'est-ce pas? Que même dans la conversation avec Paulo Figueiredo, avec nous et avec le sénateur, ce qui s'est passé là, c'est que tout cela était convenu d'avance. Il n'y a rien eu, tout a été fait pour qu'ils disent « moi, je n'approuve pas ce genre de choses ». Et là, il y a « et moi, pour montrer que je n'approuve pas, je vais mettre une femme ». Tu sais pourquoi il fait ça? On doit regarder ça à travers les chiffres que les sondages montrent. Je n'aime pas utiliser un travail intellectuel sans le citer. Ce n'est pas honnête. Ce travail de compilation de différents sondages, en les consolidant, a été réalisé par le journaliste César Felicio dans le journal Valor Económico. C'est un travail qui mérite de l'attention. Qu'est-ce qu'il a montré dans ce travail? N'est-ce pas? Comme candidat, Flavio Bolsonaro, bénéficie d'un fort soutien parmi les hommes. Il a 4 points de plus que Lula. Cependant, parmi les femmes, Lula a 8% de plus que lui. Si on ne regarde pas ces chiffres, on ne comprend pas le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'était d'essayer de créer une situation qui prenne des proportions énormes pour, d'une certaine manière, forcer un changement dans le contexte de sa campagne. Il a fait ça de la même façon qu'il l'a fait avec les femmes. Je vais dire ça pour avoir l'air d'être l'ami des femmes. Je vais dire ça pour avoir l'air d'être l'ami des entrepreneurs brésiliens et des travailleurs brésiliens qui dépendent des chaînes de production intégrées avec les États-Unis. Tu sais ce que j'en pense? Je crois qu'on doit revenir à Machiavel ou à Sun Tzu si on veut vraiment remonter loin, non? D'ailleurs, n'importe quel chef mafieux le savait. Quand ton ennemi fait de graves erreurs, ne l'empêche pas. Et nous devons remarquer que de l'autre côté, le président Lula et les autres ont fait des déclarations absolument, disons, purement protocolaires, parce qu'ils voulaient exactement qu'il ne fasse rien, mon fils. Vas-y. N'est-ce pas? Continue comme ça pour voir ce qui va se passer. Donc, je considère cela davantage comme un acte, une tentative de survie politique. C'est très grand. La proposition, elle est absolument... Il y a une expression qui est très bonne du vieux Nelson Rodrigues, n'est-ce pas? On a ce complexe d'infériorité plus accentué que jamais, n'est-ce pas? Quiconque regarde cela devrait, parce que selon la façon dont tu veux regarder, oui, le Brésil fait partie des pays qui ont des choses dont il doit être très fier. La première chose qui me rend fier de ce pays, c'est le SUS. Personne n'en a. N'importe quel Américain, Chinois ou Grec qui tombe dans la rue est pris en charge. Personne ne lui demande son numéro de sécurité sociale pour qu'il soit soigné. Cela n'existe pas dans les autres pays. Nous avons une série de positions qui sont très intéressantes. Pour ceux qui aiment prêter attention à ces chiffres, le Brésil, cette année, attire déjà plus d'investissements étrangers dans les entreprises brésiliennes que tout autre pays du G20. Je vais répéter, c'est en valeur d'aujourd'hui. Donc, quand vous regardez cela, est-ce que ces entrepreneurs sont tous naïfs? Ils vont investir ici. De quoi parlons-nous, n'est-ce pas?
On va demander, voyons combien. Nous aurons une surprise très, très désagréable à ce sujet, n'est-ce pas? Alors, je pense que quand on regarde ce tableau, il faut le souligner tel qu'il est, comme cette lettre, comme ce processus, un acte de désespoir et une stratégie absolument erronée. Et ce n'est pas moi ou toi qui le disons, c'est la réalité, n'est-ce pas? Toute personne qui tourne le dos à la réalité paie le prix de son acte. C'est aussi simple que ça. Et puis, on discutait juste avant de parler avec toi aujourd'hui là-bas au NUM, n'est-ce pas? Jamil était en direct avec nous et il a fait remarquer qu'il existe une certaine interprétation au sein de l'Itamaraty parmi les diplomates, qu'il a discuté et tout, à savoir si cela pourrait être un jeu arrangé avec le Trumpisme pour créer le problème et ensuite se présenter comme la solution, n'est-ce pas? Flavio interviendrait là, Zachary, tu y crois, Trevisan? Totalement. C'est le même jeu qu'avec Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo dit l'absurdité qu'il a dite, Flavio dit « je ne suis pas de ce côté-là ». Et il donne l'image suivante. Regardez, non seulement je ne suis pas de ce côté-là, mais en plus je vais choisir une femme pour la vice-présidence. Parce qu'il regarde les chiffres. Vous savez, quand on parle de 4 de plus chez les hommes et de 8 de plus chez les femmes pour Lula, il faut oublier les données démographiques. Tu peux faire ce que tu veux avec la démographie, sauf la manquer de respect. Le Brésil est un pays avec 52% de femmes et 48% d'hommes. Les femmes sont majoritaires, avec 4 points d'écart. Commence à regarder ça lors d'une élection très serrée et tu te rends compte que ces conseillers en communication, tu vois, ont regardé ça et ont dit « Mec, tu dois faire quelque chose avec le vote féminin. Il a déjà vaincu ton père et il va te vaincre à nouveau. » Les 2 par 2, c'est très difficile à décomposer, mais plusieurs marketeurs expérimentés ont déjà fait cette décomposition. Là où le vote féminin a été beaucoup plus fort et a suffi pour créer les 2 par 2 qui ont donné la victoire à Lula. Cela peut être aggravé, c'est pour cela qu'il l'a fait. De la même manière, en utilisant le même tour, il a fait la manœuvre autour de la lettre à Trump. Je vais faire ça pour avoir l'air du sauveur de la nation et je règle tout. Le Trumpisme veut des résultats concrets. Où est le mien? Soyons clairs. N'est-ce pas? Le Trumpisme de Trump a obtenu la réponse attendue. On ne peut pas te donner ça, mais quand tu auras le pouvoir, tu nous obéiras. On va faire ça comme ça, d'accord? Et lui, il a déjà accepté ça. Il n'a pas dit qu'il allait faire un gouvernement de transition avec les États-Unis, il l'a dit très clairement. Donc nous sommes face à une scène de désespoir politique. Et les scènes de désespoir politique, ça ne sert à rien. Elles ne mènent pas à des décisions sensées sur le champ de bataille. La politique, c'est un champ de bataille, elles ne servent à rien. Donc, d'une certaine manière, ce processus est très étrange, et lui, d'une certaine façon, il rend cela plus clair, il rend cela plus évident, n'est-ce pas? La raison de ce désespoir, c'est que les signes ne sont pas favorables à la candidature du sénateur. C'est de cela dont nous parlons. N'est-ce pas? Alors, voyez-vous, ce n'est pas un pronostic définitif. 1, 2, ce n'est pas une opinion. Il ne s'agit pas de mon opinion là-dessus. Je me contente simplement de lire les faits. Je ne me base pas sur mon opinion. Mon opinion, parfois, même mon fils n'y prête pas attention. Alors, donc, allons-y doucement. Ce n'est pas mon opinion personnelle, ça ne regarde que moi. Maintenant, d'une certaine manière, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu ne peux pas inverser la pyramide démographique brésilienne simplement parce que cela t'intéresse politiquement. Cela n'arrivera pas. Encore une fois, quand tu regardes cette relation qui est proposée, qu'est-ce qui te semble le plus susciter l'intérêt des États-Unis en ce qui concerne le Brésil? On sait que la question des terres rares est importante. Selon toi, quels sont les principaux intérêts? Tout d'abord, il est certain qu'il s'agit des terres rares. Le Brésil a la 2e réserve mondiale et nous ignorons même la quantité exacte. Les terres rares deviennent un pétrole encore pire, car le pétrole se trouvait toujours dans des endroits difficiles, n'est-ce pas? Le premier endroit où il y a le plus de terres rares, c'est l'Ukraine, voyez-vous? C'est que maintenant, ça a disparu de notre vue, n'est-ce pas? Ça a disparu de notre vue, n'est-ce pas? Tu te souviens de l'accord? Zelensky a encore été invité à la Maison-Blanche. Bien traité, parce que Trump avait déjà discuté avec Poutine de la répartition des terres rares et de comment cela allait se passer. Et puis, tout à coup, Zelensky a fait marche arrière, n'est-ce pas?
Zelensky a reculé pour l'Europe. Et nous, tu vas prendre la source de terres rares la plus proche que nous ayons pour faire ça, pour livrer de cette façon. La deuxième raison de préoccupation, je pense que tout le monde comprend que terres rares signifie développement numérique, n'est-ce pas? On ne fabrique aucun téléphone portable sans aimantation de la puce, et pour l'aimantation de la puce, il faut cette série de minéraux qui se trouvent dans ces terres rares. Donc, sans terres rares, pas de téléphone portable, pas de drone, pas d'avion de chasse, pas d'équipement médical sophistiqué, pas d'intelligence artificielle. Alors, regardez, il suffit d'y penser un peu, de regarder un peu vers l'avenir et de voir le danger que cela représente. Le deuxième problème que je mentionne, qui est vraiment, vraiment sérieux, n'est-ce pas, c'est le PIX. Les techniciens de la Banque centrale du Brésil, ils riaient aux éclats, plusieurs ont été interviewés, off-record, et tous se moquaient de la situation. Le PIX brésilien et officiellement, nous sommes en train de former des pays africains à utiliser le PIX. Des techniciens de la Banque centrale s'y sont rendus pour cela. Qu'est-ce qui se cache derrière la peur du PIX? La première chose, c'est quelque chose de très simple et de très basique, n'est-ce pas? Les données du PIX sont à la Banque centrale, elles ne sont pas au profit d'une entreprise privée. Les données des cartes de crédit, si quelqu'un pense que les cartes de crédit rapportent beaucoup d'argent à cause des 6% que l'entrepreneur paie, c'est des conneries, c'est de la petite monnaie, pour utiliser une expression simple. Les données sont à la Banque centrale, pas à une entreprise privée. C'est des conneries, c'est de la petite monnaie, pour utiliser une expression bien brésilienne. C'est marginal, l'argent des cartes de crédit n'est pas là. L'argent des cartes de crédit, c'est que chaque fois que tu utilises ta carte quelque part, tu montres qui tu es, ce que tu fais, où tu es et où tu dépenses ton argent. Ça vaut de l'or. Ces données valent de l'or. Il y a bien quelque chose, mais la dispute de Trump avec le PIX n'est pas celle-ci. La dispute de Trump avec le PIX, c'est le fait que le Brésil s'est rapproché de la Chine et a ouvert le PIX international avec eux pour l'achat et la vente de produits. C'est là que se trouve le vrai problème, mec. Trump ne s'est pas énervé à cause de ça. Scott Bessington, qui est rationnel, peut-être le seul là-bas, l'a rendu très clair en le disant explicitement. Observe ce que fait le Brésil avec la Chine. Voici le résultat de la visite du président Lula. Regarde la suite. Les premières nouvelles sont que nous avons vendu du soja. Ce n'est pas payé en renminbi. Nous avons vendu du soja payé via le PIX international qui a été créé avec la Banque asiatique de développement. Tout cela a un nom qui rend Trump, disons-le ainsi, très nerveux, vraiment très nerveux. Hégémonie du dollar. Est-il encore hégémonique? Il n'y a aucun doute. Plus de 80% des transactions internationales se font en dollars, César. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, des alternatives commencent à apparaître. D'abord pour les matières premières, ce PIX international, s'il voit le jour, nous allons commencer à avoir du pétrole payé d'une autre manière. Des pays africains sont formés à la méthodologie du PIX pour s'adapter à une autre réalité. Aujourd'hui, vous avez besoin de cela pour menacer Poutine. Comme on l'a vu, ça n'a servi à rien, n'est-ce pas? Oui.